À la fin de la guerre, de nombreux auteurs de ces crimes ont été traduits en justice. D'autres ont fui. Et certains sont morts aux côtés d'Hitler au cœur du bunker. Mais leurs noms de famille n'ont pas disparu. Des décennies plus tard, les héritiers du Troisième Reich sont toujours en vie. Certains ont rompu avec leur passé, changé d'identité ou choisi l'exil intérieur. D'autres ont géré la fortune familiale, occupé des postes, tenu des registres ou sont simplement restés silencieux. Le sang les lie à ceux qui ont conçu le système le plus meurtrier du XXe siècle. Qui sont les descendants des dirigeants nazis? Quelle part du Reich survit chez ceux qui en ont hérité? Et que se passe-t-il lorsque ce dont vous héritez n'est pas seulement un nom, mais un crime? Le clan Goebbels, les héritiers invisibles de Magda et Joseph. La société Holding Harald Quandt opère à partir de Bad Homburg, est l'un des sites patrimoniaux les plus discrets d'Allemagne. 5 femmes y contrôlent des participations, dont BMW, des investissements technologiques et des actifs immobiliers évalués à des milliards d'euros. Leurs réunions trimestrielles se déroulent dans des salles d'entreprise sans photos de famille, sans souvenirs historiques, sans références au passé qui a bâti leur fortune. Bettina, Gabriele, Annette, Katharina et Patricia Quandt gèrent l'héritage de Günther Quandt, un industriel qui, pendant le Troisième Reich, transforma ses usines en centres de production de guerre en utilisant 50 000 travailleurs esclaves. Des prisonniers juifs, polonais et soviétiques fabriquaient des batteries de sous-marins, des composants de missiles et des armes dans des usines où les taux de mortalité n'étaient pas enregistrés dans les documents officiels. Fortune des Quandt a été bâtie grâce à des méthodes allant au-delà du travail d'esclaves. Dans les années 1930, Günther Quandt a été activement impliqué dans l'arianisation des entreprises juives, un processus par lequel des entreprises prospères ont été confisquées à leurs propriétaires d'origine et transférées à des entrepreneurs allemands à des prix ridiculement bas. L'entreprise textile des frères Simpson à Sul, les ateliers mécaniques de la famille Goldschmidt à Hanovre et l'usine de composants électriques de Samuel Hirsch à Stuttgart ont été acquis par Quandt pour une fraction de leur valeur réelle. Le système fonctionnait avec une efficacité bureaucratique. Les autorités nazies ont évalué les biens juifs en dessous de leur valeur marchande. Les propriétaires d'origine ont été contraints de vendre sous la menace de la déportation et des entrepreneurs collaborationnistes comme Kant ont acquis des actifs industriels entiers pour des sommes symboliques. Dans de nombreux cas, les anciens propriétaires ont ensuite été déportés dans des camps de concentration, éliminant ainsi toute possibilité de réclamation future. Le lien familial apparaît dans un détail généalogique que les sœurs préfèrent omettre. Magda Goebbels était leur grand-mère. L'épouse du ministre de la propagande, mère symbolique du Reich, assassine ses propres enfants dans le bunker d'Hitler. Le 1er mai 1945, Magda a endormi ses 6 enfants avec de la morphine, puis leur a inséré des capsules de cyanure dans la bouche. Elle les a habillés de chemises de nuit blanches, leur a peigné les cheveux et est retournée dans le couloir du bunker avec les yeux rouges. Quelques heures plus tard, il se suicida avec Joseph Goebbels dans le jardin. Pour elle, un monde sans national-socialisme ne valait pas la peine d'être vécu. BMW représente son atout le plus visible. Lorsque le constructeur automobile a été confronté à la faillite dans les années 1960, Herbert Kant l'a sauvé en établissant un contrôle familial des actions qui demeurent. Les sœurs ont hérité conjointement de ses participations en 1978, devenant ainsi actionnaires majoritaires d'une marque dont le chiffre d'affaires annuel se chiffre en dizaines de milliards. Chaque BMW vendu dans le monde génère des dividendes qui alimentent des comptes bancaires dont les origines remontent aux chambres à gaz et au baraquement de travail forcé. Sa gestion d'actifs évite toute exposition publique. Elles n'apparaissent pas sur les listes de femmes d'affaires influentes, elles ne donnent pas d'interviews aux médias financiers, elles ne participent pas aux forums économiques. La gestion opérationnelle est laissée à des managers professionnels, tandis qu'ils se limitent aux décisions stratégiques lors de réunions familiales fermées tenues en allemand, une langue qu'ils parlent tous couramment malgré des décennies de vie internationale. En 2011, la pression médiatique a forcé une reconnaissance historique. Le documentaire « Le silence des Quandt » a révélé pour la première fois la collaboration directe de la famille avec le nazisme, en montrant des documents et des témoignages sur l'utilisation systématique du travail des esclaves.
La pression publique a forcé les sœurs à faire appel à l'historien Joachim Scholtisek, une étude indépendante qui a documenté la collaboration commerciale de Günther sur plus de 1000 pages quant au régime nazi. Rapport Scholtisek a révélé des détails dévastateurs. Dans l'usine de Hanovre-Stöcken, plus de 20 000 travailleurs forcés fabriquaient des torpilles et des munitions dans des conditions qui causèrent des milliers de morts par épuisement, malnutrition et maladie. Dans les usines AFA, fabrique Sonnenburg, les prisonniers de guerre soviétiques produisaient des batteries de sous-marins, travaillant par équipe de 16 heures avec des rations de survie. Les registres comptables de l'époque enregistraient ces travailleurs comme des unités de production et non comme des êtres humains. Gabriel Equant, l'aîné, a publié des déclarations reconnaissant ses liens familiaux après la publication du rapport. Patricia a exprimé ses profonds regrets pour les souffrances causées pendant le régime nazi. Ces protestations n'ont cependant pas donné lieu à des compensations financières significatives ni à des changements dans la structure des actifs. Les usines où sont morts des travailleurs esclaves continuent de fonctionner sous des noms d'entreprises modernes. Les dividendes continuent d'affluer dans les mêmes comptes bancaires qui ont bénéficié du génocide. Bettina Quant représente la seule rupture visible dans cette gestion silencieuse. À l'âge de 16 ans, elle découvre la véritable identité de Magda Goebbels lorsqu'un professeur d'histoire lui montre en classe des photos de la famille de Joseph Goebbels. Il a immédiatement reconnu sa grand-mère dans les images officielles du régime. Cette nuit-là, il a confronté sa mère, qui a confirmé le lien familial qu'il avait gardé caché pendant des années. Cette révélation a conduit Bettina à une crise d'identité qui a conduit à sa conversion au judaïsme, à son mariage avec un descendant de survivants de l'Holocauste et à son éloignement définitif de son héritage familial. Ses sœurs ont choisi des chemins moins dramatiques, mais tout aussi à l'abri des regards. Gabriele s'est temporairement tournée vers l'activisme marxiste dans les années 1970, participant à des manifestations étudiantes et à des groupes de gauche radicale, comme si le communisme pouvait expier les péchés capitalistes de son arrière-grand-père. Katharina s'est consacrée au monde du divertissement et de la socialisation, fréquentant les cercles artistiques européens où son nom de famille Kant n'a pas généré de reconnaissance historique. Annette a fondé une grande famille en Suisse et s'est complètement retirée des affaires, se consacrant à une philanthropie discrète. Patricia a terminé ses études en biologie moléculaire à New York et a maintenu un profil académique discret, se spécialisant dans la recherche génétique dans des laboratoires privés. La structure actuelle de la holding permet une gestion professionnelle sans implication personnelle directe. Les bureaux à Bad Homburg emploient 43 personnes, des conseillers financiers spécialisés, des consultants juridiques internationaux, des gestionnaires de patrimoine expérimentés dans les actifs complexes et des analystes qui surveillent les marchés mondiaux. Les décisions stratégiques sont prises lors de réunions familiales à huis clos qui se tiennent 3 fois par an, mais les opérations quotidiennes se déroulent sans la présence visible des héritiers. Au cours des dernières décennies, cette configuration s'est avérée efficace pour préserver et multiplier le capital hérité. Les investissements se sont diversifiés dans les secteurs technologiques, participation dans des start-up allemandes d'intelligence artificielle, l'immobilier, propriétés commerciales à Francfort et Munich, et les secteurs financiers, fonds d'investissement opérant sur les marchés asiatiques. Le patrimoine a non seulement été maintenu, mais a connu une croissance exponentielle depuis l'héritage initial en 1978. Les archives privées de la famille restent inaccessibles sous la garde de cabinets d'avocats suisses spécialisés dans la discrétion patrimoniale. Il n'existe pas de mémoires autorisées, de correspondances publiées ou de documentation historique à la disposition des chercheurs. Cette opacité contraste avec celle d'autres familles d'affaires allemandes comme les familles Krupp et Thyssen, qui ont partiellement ouvert leurs archives historiques pour faciliter les études académiques sur leur implication dans le régime nazi. En mauvais état à Hambourg, les bureaux de la holding Harald Quant occupent un bâtiment discret en verre et en acier dans le quartier financier. Jeunes collaborateurs, technologies modernes, rapports trimestriels numérisés, réunions virtuelles avec des managers internationaux. La modernité des entreprises a effectivement enterré le passé criminel. Rien dans les installations n'indique qu'elles administrent des dividendes qui ont leur origine ultime dans le travail d'esclaves organisé par Heinrich Himmler et supervisé par Rudolf Höss.
Les 5 sœurs ont réussi ce que de nombreux descendants de dirigeants nazis n'ont pas réussi à faire, transformer un héritage compromis en une gestion d'actifs respectable qui génère des profits croissants sans remise en question publique significative. BMW est coté sur les bourses internationales, génère des emplois directs pour 150 000 personnes et produit des véhicules appréciés dans le monde entier pour leur qualité et leur innovation technologique. L'origine de cette participation a été réduite à une note historique dans des études universitaires que peu de gens lisent et encore moins se souviennent. Les Heuss, les petits-enfants du commandant de Auschwitz. Reinier Heuss transforme les salles de classe en salles d'audience historiques où il siège lui-même sur le banc des accusés. Non pas en tant que coupable, mais en tant que porteur d'un nom de famille qui ouvre des blessures que d'autres préfèrent garder fermées. Son bureau de Munich recueille les lettres d'étudiants qui, après l'avoir écouté, écrivent « Je n'aurais jamais pensé rencontrer le petit-fils du commandant de Auschwitz ». Certains expriment de la gratitude, d'autres de la confusion, plusieurs contiennent des menaces. Son organisation, Footsteps, fonctionne avec un budget restreint et un emploi du temps chargé. 150 conférences annuelles dans des écoles allemandes, autrichiennes et polonaises. Accompagner les survivants octogénaires en visite en Allemagne pour témoigner. Participation à des documentaires qui cherchent à expliquer comment Auschwitz a été possible. Leur calendrier ne laisse aucune place libre entre septembre et juin, période durant laquelle le système éducatif européen réclame constamment leur présence. Rudolf Heuss n'était pas simplement le commandant d'Auschwitz. Il fut l'architecte de sa transformation en la machine de mort la plus efficace de l'histoire. Lorsqu'il arriva au camp en mai 1940, Auschwitz était un établissement relativement petit conçu pour les prisonniers politiques polonais. Sous son administration, il devint un complexe industriel d'extermination occupant 40 km² et comprenant plus de 40 sous-camps. Heuss vivait avec sa famille au sein du complexe, dans une résidence de 10 pièces construite spécialement pour le commandant. La maison comprenait une cuisine moderne, des salles de bain avec eau chaude, une bibliothèque personnelle et un jardin entretenu par les prisonniers du camp. Ces 5 enfants ont grandi en regardant les cheminées des crématoriums depuis les fenêtres de leur chambre. La famille avait des domestiques forcés, 2 femmes témoins de Jéhovah qui nettoyaient la maison et préparaient les repas sous la menace constante. Enfants, Heuss jouaient dans le jardin pendant que les chambres à gaz fonctionnaient à quelques mètres de là. Ils ont fait du vélo le long des sentiers du camp. On nageait dans des piscines construites par les prisonniers et on célébrait les anniversaires avec des gâteaux préparés par les cuisiniers du camp. Cette normalité intérieure coexistait avec le meurtre systématique d'1 million de personnes. Le père de Rainer a grandi dans cet environnement où le génocide faisait partie intégrante du travail de son père et où la souffrance de masse était le paysage quotidien de son enfance. Rainer a hérité de documents familiaux qui constituent son principal matériel pédagogique. Les archives comprennent la correspondance entre Rudolf et Heinrich Himmler concernant les améliorations techniques des méthodes d'extermination, des photographies de la villa familiale avec des prisonniers travaillant dans le jardin et des lettres de Rudolf à sa femme décrivant des progrès satisfaisants dans les opérations spéciales. Il conserve également des objets du quotidien, la machine à écrire sur laquelle Rudolf écrivait des rapports sur la capacité d'extermination, la montre de poche qu'il utilisait lors des inspections des chambres à gaz et les jouets de ses enfants retrouvés dans le grenier de la maison familiale. En 2009, il a initialement offert ses biens au mémorial de Yad Vashem, suscitant une controverse internationale. Les survivants de l'Holocauste et les universitaires ont interprété cette offre comme une tentative de tirer un profit financier de la mémoire du génocide. Les journaux israéliens ont publié des articles remettant en question les motivations de Rainer. Il a finalement fait don de tous les documents à l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, où ils restent archivés pour la recherche universitaire, sous réserve de restrictions d'accès qui protègent la sensibilité historique. La rupture familiale fut finalement consommée en 2009 lorsqu'il fut officiellement déshérité au moyen d'un acte notarié signé par son père. La décision de la famille a estimé que les déclarations publiques de Rainer trahissaient la mémoire de son grand-père et déshonoraient le nom Heuss. Depuis, il vit exclusivement de frais de cours, entre 500 et 1 500 € selon les établissements, et de contributions pédagogiques,
Maintenant un niveau de vie modeste, dans des appartements loués qu'il change fréquemment pour des raisons de sécurité. Les menaces qu'il a reçues témoignent de la persistance des réseaux néo-nazis en Allemagne et en Autriche. Les groupes d'extrême droite le considèrent comme un traître à l'héritage germanique et un agent du lobby juif international. En 2015, des suprémacistes blancs se sont fait passer pour lui sur des forums en ligne pour lier son nom à la propagande négationniste de l'Holocauste, en publiant de prétendues déclarations dans lesquelles Reiner reconnaissait que l'Holocauste avait été exagéré par des intérêts sionistes. L'opération de désinformation a nécessité l'intervention des autorités allemandes et une protection policière pendant plusieurs mois. À Auschwitz-Birkenau, il guide régulièrement des groupes d'étudiants israéliens, allemands et polonais. Sa présence en tant que petit-fils du commandant génère des réactions allant du rejet initial à une curiosité morbide à l'égard de sa perspective unique. Certains étudiants israéliens refusent d'abord de l'écouter, jugeant sa présence obscène à l'endroit où leur grand-père a organisé le meurtre de ses proches. Cependant, la plupart finissent par reconnaître la valeur éducative de leur témoignage. Le moment le plus photographié et le plus controversé de sa carrière fut son étreinte publique avec Eva Moses, corps survivant des expériences médicales de Joseph Mengele. La rencontre a eu lieu lors d'une visite commémorative à Auschwitz en 2014. L'image du petit-fils du commandant embrassant un survivant de 90 ans est devenue virale dans le monde entier. Mais elle a divisé les opinions sur la pertinence des gestes de réconciliation dans les espaces commémoratifs sacrés de l'Holocauste. Son travail avec les survivants comprend une facilitation logistique pratique pour les personnes âgées visitant l'Allemagne pour des témoignages éducatifs. Coordonne l'hébergement à l'hôtel, le transport adapté aux personnes à mobilité réduite et l'assistance médicale lors des visites dans les camps de concentration qui peuvent être émotionnellement dévastatrices. Cette collaboration pratique a progressivement établi une relation de confiance avec les familles de survivants qui se méfiaient initialement d'une personne portant le nom de famille Heuss. Les spécialistes de l'éducation sur l'Holocauste reconnaissent l'efficacité unique de leur méthode éducative. Le professeur Klaus Tschira de l'université de Heidelberg a démontré que les étudiants qui assistent aux cours de Reiner ont une capacité de rétention d'informations historiques spécifiques de 40% supérieure et développent une compréhension plus approfondie des mécanismes bureaucratiques qui ont rendu le génocide possible. Sa présence physique en tant que descendant de l'agresseur génère un impact émotionnel qui complète l'éducation historique traditionnelle basée sur des livres et des documentaires. Des documentaires de la BBC, de la ZDF et de PBS l'ont présenté comme une figure centrale dans des programmes sur Auschwitz. Il ne fait jamais payer ses apparitions, conditionnant sa participation au maintien de l'exactitude historique des programmes et à l'évitement du sensationnalisme. Ses propos à l'écran sont toujours directs. « Mon grand-père était un meurtrier de masse. Rien ne peut justifier ce qu'il a fait. Mon devoir est de faire en sorte que les gens comprennent comment cela a été possible. » Reiner vit à Munich avec une pension minimum de l'État allemand et un modeste appartement de 2 chambres qu'il loue au mois. Ses seuls biens de valeur sont les documents familiaux qu'il utilise pour ses études et une bibliothèque spécialisée dans l'histoire de l'Holocauste qu'il a constituée au fil des décennies. Les archives personnelles qu'il conserve chez lui comprennent la correspondance originale entre Rudolf Heuss et Heinrich Himmler concernant les améliorations techniques à Auschwitz, des photographies jamais publiées de la villa familiale et plus de 3000 lettres de survivants, d'étudiants et d'universitaires qui lui ont écrit après ses conférences. Ce matériel constitue un témoignage unique sur le fonctionnement quotidien du plus grand camp d'extermination nazi du point de vue de la famille du bourreau. Le sang de Eamon Goetz, Jennifer Tige, la petite fille afro-allemande du commandant de Plaszow. Une bibliothèque de Hambourg est devenue l'épicentre d'un effondrement identitaire lorsque Jennifer Tige a reconnu sa mère biologique dans les pages d'un livre racontant l'histoire de Monica. Hertwig, fille de Amon Gothic. Le commandant de Plaszow qui abattait les prisonniers depuis son balcon, le bourreau immortalisé par Ralph Fiennes dans la liste de Schindler, était son grand-père maternel. Le livre s'intitulait « Je mousse-fille mon père. Je dois aimer mon père, n'est-ce pas ?» Autobiographie d'une femme qui a vécu toute sa vie sous l'ombre d'un criminel de guerre. La contradiction existentielle fut dévastatrice.
Une femme afro-allemande, élevée dans la culture allemande, éduquée en Israël, liée aux communautés juives, découvrit qu'elle descendait du criminel nazi célèbre pour sa cruauté sadique. Sa peau noire, ses traits africains représentaient exactement ce que son grand-père aurait considéré comme sous-humain, et destiné à l'extermination selon les lois raciales qu'il appliquait lui-même quotidiennement à Plaszów. Amon Göth est arrivé à Cracovie en février 1943 avec pour mission de construire et de gérer le camp de concentration de Plaszów. 1 mois plus tard, il dirigea la liquidation brutale du ghetto de Cracovie, une opération qui déporta les travailleurs utiles vers le nouveau camp et assassina les autres dans les rues ou les envoya directement à Auschwitz. Il a également supervisé l'élimination du ghetto de Tarnow, faisant preuve d'une efficacité administrative qui a impressionné ses supérieurs SS. Sa présence à Plaszów a laissé une trace de terreur systématique et de sadisme personnel. Chaque matin, il effectuait des inspections, au cours desquelles il exécutait des prisonniers sans sommation pour des infractions imaginaires. Marcher trop lentement, s'arrêter pour se reposer, regarder directement les gardes. Il avait 2 chiens allemands spécialement dressés pour déchirer les prisonniers. Des animaux qu'il utilisait comme instrument de torture psychologique et physique. Un cuisinier a été tué parce que la soupe était trop chaude. Une couturière parce qu'elle avait plié une chemise de manière incorrecte. Un charpentier parce qu'il avait mis 5 minutes supplémentaires pour terminer une tâche. Jennifer a vécu à Tel Aviv pendant sa vingtaine, a appris l'hébreu couramment et a noué de profondes amitiés dans les communautés juives israéliennes. Leur identité s'est consciemment construite autour de liens culturels avec Israël, du rejet du racisme historique allemand et de la solidarité avec les victimes du génocide. J'ai visité Yad Vashem en pèlerin, pas en touriste. La découverte qu'elle était la petite fille directe du bourreau de Plaszów a provoqué une crise psychologique qui a nécessité une hospitalisation psychiatrique pendant 3 semaines en 2008. Son livre autobiographique, Amon, mon grand-père serait avoir shot me, a été écrit en collaboration avec le journaliste Nicolas Selmer au cours d'un processus thérapeutique qui a duré 2 ans et demi. Le travail comprenait une recherche exhaustive sur Plaszów basée sur des témoignages de survivants, des entretiens avec Helen Hirsch et Helen Jonas, les 2 domestiques juives qui travaillaient à la villa de Göth, et une reconstruction minutieuse des silences familiaux qui avaient délibérément dissimulé l'identité criminelle du grand-père. Le processus d'écriture a révélé des détails dévastateurs sur la vie quotidienne à Plaszów sous l'administration de Göth. Colline Ujowa Gorka, à l'intérieur du camp, est devenu un lieu commun d'exécution de masse où les prisonniers étaient obligés de creuser leur propre tombe avant d'être abattus. Göth appliquait des punitions collectives systématiques. Si un prisonnier s'échappait, 10 étaient tués en représailles. Si quelqu'un était surpris en train de voler de la nourriture, toute la caserne perdait ses rations pendant 1 semaine. Aléatoire House a publié le livre en 2013, atteignant immédiatement le statut de best-seller en Allemagne avec plus de 300 000 exemplaires vendus la première année. Les traductions en 15 langues, anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, norvégien, danois, polonais, tchèque, hongrois, russe, japonais, coréen et hébreu. Et la distribution internationale ont généré des redevances de plus de 800 000 €, ce qui a fourni à Jennifer la stabilité financière pour se consacrer exclusivement aux activités éducatives. Sa résidence actuelle à Hambourg reflète cette nouvelle identité. Un appartement spacieux dans le quartier d'Altona où elle élève ses 2 fils, Niklas, 15 ans, et David, 12 ans, entouré d'une bibliothèque qui combine des livres sur l'histoire de l'Holocauste, la culture africaine et la littérature allemande contemporaine. Les murs présentent des photographies de ses voyages au Nigeria, pays d'origine de son père biologique, en Israël et en Pologne, continents et pays qui représentent les aspects complexes et irréconciliables de son héritage multiculturel. Son travail en tant que consultante interculturelle auprès d'entreprises allemandes met à profit son expérience personnelle unique pour améliorer les politiques de diversité et d'inclusion des entreprises. Volkswagen, Siemens, Deutsche Bank et BMW l'ont engagé pour former des cadres à la sensibilité culturelle dans le contexte allemand contemporain. Ces honoraires, entre 2 000 et 5 000 € par jour de travail, reflètent la spécificité de son expertise. Une femme afro-allemande descendante d'un criminel nazi qui comprend de l'intérieur les complexités de l'identité,
de la mémoire et de la responsabilité historique. Les conférences qu'il donne suivent une structure spécifique développée au fil des années d'expérience. Il commence par raconter sa découverte familiale sans dramatisation excessive, continue en analysant les contradictions identitaires que représente son existence, victime potentielle de son propre grand-père, et conclut en réfléchissant sur le racisme historique et contemporain. Ces interventions durent exactement 90 minutes, comprennent 30 minutes de questions et se terminent toujours par la même phrase. Le sang ne détermine pas le destin, mais la conscience détermine les décisions. Les chaînes allemandes et internationales ont largement documenté son histoire. CNN, BBC et ARD ont produit des reportages détaillés sur son cas en mettant particulièrement l'accent sur le paradoxe racial que représente son existence. Le court-métrage d'animation Holy Holocaust a adapté son expérience en utilisant des techniques d'animation qui visualisent la fracture identitaire, tandis que des documentaires tels que Descendants of the Reich et Me Nazi Legacy la présentent comme une figure centrale du débat contemporain sur l'héritage nazi. Une agence londonienne gère ses apparitions, coordonnant des honoraires allant de 5 000 à 15 000 euros selon la production et la portée internationale. Jennifer élève ses enfants à Hambourg en leur expliquant progressivement leur histoire familiale sans en faire un secret honteux ou une obsession dominante. Ces méthodologies pédagogiques pour aborder les héritages historiques complexes ont été étudiées et adoptées par des thérapeutes familiaux allemands spécialisés dans les traumatismes intergénérationnels. Yad Vashem utilise son matériel pédagogique dans des programmes internationaux, tandis que le Goethe-Institut l'inclut régulièrement dans des conférences sur la construction de l'identité allemande contemporaine dans des contextes multiculturels. Son prochain projet d'édition explorera spécifiquement l'expérience de ses enfants en tant que descendants de la 3e génération de criminels nazis. Les éditions Rowohlt ont montré un intérêt commercial significatif pour cette perspective, qui examinerait comment les enfants contemporains traitent la connaissance d'avoir un arrière-grand-père criminel de guerre tout en étant eux-mêmes citoyens allemands d'origine mixte dans une société qui se définit comme multiculturelle, mais maintient des tensions raciales persistantes. La relation avec Monika Hertwig, sa mère biologique, reste distante et émotionnellement complexe. Les rencontres sporadiques, documentées par Jennifer dans des journaux personnels qui pourraient constituer la matière d'un 2e livre, révèlent l'impossibilité d'établir un lien mère-fille traditionnel. Monika, aujourd'hui âgée de 78 ans, représente pour Jennifer le silence et le déni qui ont caractérisé l'Allemagne d'après-guerre. Des générations qui ont préféré ne pas savoir, ne pas demander, ne pas affronter la participation de leur famille au génocide. Descendant de l'architecte de l'Holocauste. Catherine Himmler a transformé son nom de famille maudit en un outil de recherche historique, appliquant une méthodologie académique rigoureuse pour démanteler les mythes familiaux qui avaient survécu pendant des décennies dans les récits allemands d'après-guerre. Son ouvrage « Les frères Himmler » n'est pas seulement une biographie familiale, mais aussi une radiographie de la manière dont fonctionnent les complicités quotidiennes qui ont rendu possible le génocide au niveau domestique, professionnel et social. Heinrich Himmler a construit l'appareil répressif le plus efficace du Troisième Reich, transformant la SS d'une unité de protection de 300 hommes en 1929 en une structure paramilitaire de près d'1 million de membres en 1945. Son influence s'étendait bien au-delà du contrôle policier. À partir de 1943, il dirigea également le ministère de l'Intérieur du Reich, articulant une administration d'État complète fondée sur la terreur systématique, la classification raciale et l'extermination industrielle. Sous son commandement naquirent les Einsatzgruppen, escadrons mobiles d'anéantissement qui suivirent l'armée allemande dans son invasion de l'Europe de l'Est, exécutant des communautés entières de juifs, d'intellectuels polonais, de fonctionnaires soviétiques et de Roms. Ces groupes ont assassiné plus d'1 million de personnes au cours de fusillades de masse dans des forêts, des ravins et des fosses communes. Himmler a également centralisé le réseau de camps de concentration sous une administration SS spécialisée, transformant Dachau, Buchenwald, Mauthausen et plus tard Auschwitz en centre d'extermination industrielle. Les recherches de Catherine ont démontré que Ernst Himmler, son grand-père, n'était pas le spectateur passif présenté dans les récits familiaux depuis des décennies.
Membre actif de la SS depuis 1933 sous le numéro de membre 239 795, Ernst travaillait comme ingénieur du son à la Reichsrundfunkgesellschaft, Radio nationale du Reich, un poste qui faisait de lui un collaborateur direct de la machine de propagande nazie. Dans ce rôle technique, il a participé à la diffusion des discours d'Hitler, des émissions antisémites et des programmes qui préparaient psychologiquement la population allemande à accepter des mesures génocidaires. Découvert par Catherine dans les archives familiales, comprenait des lettres dans lesquelles Ernst exprimait son enthousiasme pour les mesures nécessaires contre les éléments indésirables et recommandait spécifiquement la déportation des ingénieurs juifs des entreprises où il effectuait des travaux techniques. Une lettre datée de mars 1943, adressée aux autorités du travail de Munich, décrit comme urgente et nécessaire la relocalisation de Samuel Goldstein, un technicien en radioélectronique dont la présence affecte le moral allemand de l'équipe de travail. Goldstein fut déporté à Theresienstadt 6 semaines plus tard. Sa formation académique en sciences politiques à l'Université libre de Berlin lui a fourni des outils méthodologiques pour aborder systématiquement l'histoire familiale sans tomber dans des justifications émotionnelles ou des dénégations défensives. Elle a effectué des recherches doctorales sur la politique étrangère allemande contemporaine en se concentrant spécifiquement sur les relations entre la République fédérale et Israël. Un sujet qui a pris une dimension personnelle lorsqu'elle a rencontré son futur mari alors qu'elle effectuait des recherches dans les archives diplomatiques israéliennes. La publication de Les Frères Himmler, en 2005, s'appuie sur une analyse rigoureuse de plus d'1 millier de lettres privées échangées entre Heinrich, sa femme Margarete, sa fille Gudrun et des proches extérieurs au cercle immédiat du pouvoir nazi. Ces documents, conservés dans des cartons au sous-sol de la maison familiale, révèlent le processus progressif d'intériorisation de l'idéologie nazie dans la vie quotidienne d'une famille allemande instruite de la classe moyenne. Les lettres montrent comment Heinrich a décrit ses activités criminelles à sa famille en utilisant des euphémismes bureaucratiques qui dissimulaient la réalité de l'extermination derrière le langage administratif. Des références à des réinstallations, à des mesures spéciales, à la résolution des problèmes démographiques et au nettoyage territorial apparaissaient dans la correspondance familiale, parallèlement à des commentaires sur les vacances, la santé des enfants et les questions domestiques. Cette normalisation linguistique du génocide illustre la manière dont les familles allemandes ont traité et accepté les crimes de masse à travers une déconnexion sémantique entre les actions et les conséquences. Son travail n'a pas seulement documenté les crimes individuels, mais a également analysé les mécanismes familiaux et sociaux qui ont construit les récits justificatifs pendant la période d'après-guerre. L'étude a révélé comment des milliers de familles allemandes ont adopté des récits dans lesquels leurs proches ne savaient pas ce qui se passait réellement, suivaient simplement les ordres, essayaient d'aider quand ils le pouvaient ou étaient intérieurement opposés même s'ils ne pouvaient pas l'exprimer. Ces constructions mythiques ont bloqué une véritable compréhension du fonctionnement du régime nazi et ont facilité la réinsertion sociale des auteurs sans assumer la responsabilité historique. Les réactions de la famille à la publication ont été immédiates et conflictuelles. Les secteurs conservateurs de la famille Himmler, en particulier les oncles et les cousins de la branche bavaroise, ont accusé Catherine de trahir la mémoire familiale et de ternir le nom de la famille pour de l'argent juif. Certains proches ont coupé définitivement les communications, l'excluant des réunions de famille et des célébrations traditionnelles. Dans le même temps, des groupes néo-nazis allemands et autrichiens la menaçaient de déshonorer la grandeur du Reichsführer et de servir des intérêts anti-allemands. Ces menaces, documentées par la police allemande, ont nécessité des mesures de sécurité pendant 2 ans après leur publication. Sa décision de conserver le patronyme Himmler, contrairement à d'autres descendants qui l'ont légalement changé, répond à une conviction éthique et méthodologique particulière. Il estime que changer de nom ne modifie pas l'histoire familiale ni n'élimine les responsabilités héritées, et préfère démontrer publiquement que le nom Himmler peut être associé à une recherche rigoureuse, à une responsabilité historique et à un engagement envers la mémoire plutôt qu'exclusivement à des crimes génocidaires. Cette position la distingue de ses cousins qui ont changé leur nom de famille en variantes telles que Himmel ou Himmel,
pour éviter la reconnaissance publique. Quartier de Prenzlauer Montagne gentrifié où elle vit dans un appartement de 4 pièces avec une bibliothèque spécialisée, Catherine poursuit une double carrière de politologue en relations internationales et de chercheuse historique indépendante. Sa maison reflète cette double orientation. Les étagères combinent la littérature académique sur la diplomatie contemporaine avec les archives historiques familiales, la documentation sur le fonctionnement des SS et la correspondance personnelle qui constitue la base du travail en cours sur la mémoire allemande. Sa situation familiale actuelle comprend un mariage depuis 2001 avec Harry Palciel, un citoyen israélien spécialisé dans l'histoire européenne contemporaine qu'elle a rencontré lors de recherches dans les archives de Yad Vashem. Son fils, Daniel Himmler Palciel, né en 2003, représente une convergence symbolique de souvenirs historiques apparemment irréconciliables. Petit-fils d'une victime de l'Holocauste du côté de son père, arrière-petit-fils de l'architecte de l'Holocauste du côté de sa mère. Cette configuration familiale a conduit Catherine à développer des approches pédagogiques spécifiques pour expliquer des histoires complexes sans générer de traumatismes psychologiques inutiles, mais sans occulter les responsabilités historiques fondamentales. Les universités allemandes, israéliennes et américaines font régulièrement appel à ses services en tant que conférencières spécialisées dans la transmission intergénérationnelle de la mémoire historique. Munich, Heidelberg, Humboldt, Harvard, Yale, Hébreu. L'université et Tel Aviv ont organisé des séminaires monographiques sur leurs recherches méthodologiques. Ces honoraires académiques, entre 3 000 et 8 000 euros par cours selon l'institution et la durée, lui assurent un revenu suffisant pour maintenir une consécration partielle à la recherche historique indépendante tout en développant simultanément une carrière de consultant politique international. Son activité éditoriale s'est poursuivie avec des projets sur la mémoire historique allemande qui vont au-delà de son cas familial spécifique. Il collabore avec des revues académiques spécialisées telles que Vierteljahrshefte pour Zeitgeschichte et Geschichte et la Gesellschaft, participe à des projets collectifs sur la responsabilité intergénérationnelle financés par des fondations allemandes et contribue à des études comparatives sur les descendants des auteurs de génocide dans différents contextes historiques, Arménie, Rwanda, Bosnie, Cambodge. Ces publications après les frères Himmler ont analysé de manière comparative des familles allemandes qui ont affronté différemment leur passé nazi. L'étude « Silence et parole, stratégie familiale dans l'Allemagne d'après-guerre » 2011 a documenté des cas de familles qui ont choisi la confrontation active, comme les descendants de Klaus von Stauffenberg, le déni persistant, comme certaines sections de la famille Göring, et la gestion silencieuse, comme les branches de la famille Krupp. Cette étude comparative a révélé que les réponses familiales au passé nazi ne dépendaient pas de la gravité des crimes commis, mais plutôt de facteurs culturels, éducatifs et économiques spécifiques à chaque groupe familial. Catherine Himmler a transformé un nom de famille maudit en un outil de connaissance rigoureuse du fonctionnement des familles allemandes pendant et après le nazisme. Son fils, Daniel, élevé dans la connaissance de l'histoire allemande et israélienne par son père, représente une nouvelle génération qui hérite de souvenirs complexes mais honnêtes sur les responsabilités historiques. À Berlin, ce politologue de 56 ans continue de démontrer que confronter son passé familial à la méthodologie académique génère une compréhension plus profonde et plus utile socialement que le silence défensif, le déni systématique ou la dramatisation émotionnelle qui ont caractérisé de nombreuses approches allemandes de l'héritage nazi. La famille Göring, Bettina Göring, est l'extinction volontaire. Dans les montagnes du Nouveau-Mexique, Bettina Göring cultive des plantes médicinales et pratique des thérapies énergétiques dans une maison qu'il a construite avec des matériaux naturels, spécialement conçus pour effacer tout lien visuel ou symbolique avec l'Europe. Sa décision la plus radicale ne fut pas l'exil géographique, mais la stérilisation volontaire à l'âge de 30 ans. Il coupa biologiquement la lignée de Hermann. Göring a subi une opération chirurgicale irréversible qu'elle décrit elle-même comme l'acte le plus important de ma vie. Son grand-oncle, Hermann Göring, a accumulé du pouvoir au sein du Troisième Reich à partir de multiples positions stratégiques qui ont fait de lui l'un des principaux architectes du régime. Fondateur de la Gestapo en 1933, commandant suprême de la Luftwaffe,
responsable du plan de 4 ans qui contrôlait de larges secteurs de l'économie allemande pendant la guerre, et l'un des principaux organisateurs du pillage systématique de l'art pendant l'occupation européenne. Hitler lui a donné le grade unique de Reichsmarschall, une position supérieure à tout autre commandant militaire du régime. Sa signature personnelle apparaît sur l'ordre qui a officiellement lancé la solution finale. Pendant l'occupation de la France, Göring a personnellement supervisé le vol d'œuvres d'art à une échelle jamais vue auparavant dans l'histoire. Son nom apparaît plus de 130 fois dans les archives alliées sur le pillage culturel. Les pièces sélectionnées ont fini dans sa résidence de Karinhall, un domaine opulent de 100 000 acres transformé en sanctuaire personnel contre le pillage européen. Sa collection personnelle est estimée à plus de 200 millions de dollars à l'époque, comprenant des œuvres de Monet, Van Gogh, Renoir et des sculptures classiques volées dans des musées français, néerlandais et polonais. L'effondrement de la famille de Bettina a commencé de façon dramatique à l'âge de 13 ans, lorsque sa grand-mère paternelle, qui avait entretenu des liens personnels étroits avec Hermann sous le régime, Göring a systématiquement nié l'existence de l'Holocauste lors d'une confrontation familiale. La vieille femme exposait des portraits de Hermann dans la pièce principale de la maison, l'appelait « le grand Hermann » dans les conversations quotidiennes, et affirmait que les camps de concentration avaient été des lieux de travail où les Juifs vivaient mieux que beaucoup d'Allemands. Incapable de vivre avec ce déni actif, Bettina quitta la maison familiale le soir même sans dire au revoir. Son adolescence s'est déroulée de manière erratique dans des communautés hippies, des mouvements spirituels et des communautés contre-culturelles qui ont prospéré en Europe et en Amérique dans les années 1970 et 1980. Elle a vécu dans des ashrams en Inde, a participé à des cérémonies indigènes au Mexique, a rejoint des communautés de femmes en Californie, a expérimenté des drogues psychédéliques à Amsterdam et a constamment recherché des philosophies qui lui permettraient de construire une identité complètement séparée de son nom de famille allemand. Chaque expérience représentait une tentative de se réinventer loin de l'histoire européenne qui avait marqué leur sang depuis leur naissance. Alors qu'elle se trouvait dans une communauté spirituelle à Goa, en Inde, Bettina a pris la décision la plus radicale de sa vie. La stérilisation volontaire à l'âge de 30 ans par ligature des trompes pratiquée dans un hôpital local. L'intervention chirurgicale n'était pas due à des raisons médicales ou économiques, mais plutôt à une profonde conviction philosophique selon laquelle certains noms de famille ne méritent pas de continuité biologique. Son frère Klaus a pris la même décision en se faisant vasectomie, l'exprimant par une phrase que Bettina cite fréquemment. « J'ai coupé la lignée. Hermann Göring meurt avec moi. » Le choix du Nouveau-Mexique comme résidence permanente était une réponse à la recherche d'un environnement culturel complètement étranger à l'histoire européenne, où son nom de famille ne générerait pas de réaction automatique de reconnaissance, de répulsion ou de curiosité morbide. À Santa Fe et plus tard à Taos, il a trouvé des communautés d'immigrants, d'artistes alternatifs, de thérapeutes holistiques et de chercheurs spirituels où son nom de famille Göring n'a pas déclenché de références historiques immédiates. Cette invisibilité culturelle lui a permis de construire une identité professionnelle et personnelle complètement déconnectée de son héritage familial. Son activité professionnelle actuelle se concentre sur les thérapies holistiques qui combinent des techniques énergétiques apprises en Inde, un travail avec des plantes médicinales originaires du Nouveau-Mexique et des pratiques de guérison corporelle basées sur des traditions chamaniques. Il reçoit à son domicile une clientèle locale, entre 15 et 20 patients réguliers, participe occasionnellement à des retraites spirituelles organisées dans la région par des communautés New Age et propose des séances de libération émotionnelle pour les personnes ayant vécu un traumatisme familial. Leur revenu mensuel varie entre 2 000 et 3 000 $, ce qui suffit à maintenir un niveau de vie austère mais confortable. Il apparaît occasionnellement dans des documentaires tels que Bloodline, 2007, et Hitler's, 2007. Enfant, 2011, mais seulement dans des conditions contractuelles strictes qui évitent le sensationnalisme, la dramatisation excessive ou les approches qui transforment son histoire en spectacle médiatique. Elle ne cherche pas à attirer l'attention du public et ne considère pas son expérience comme un message politique universel. Sa vie à Taos est délibérément tenue à l'écart des débats sur la mémoire historique, l'éducation à l'Holocauste ou les responsabilités intergénérationnelles allemandes.
La stérilisation qu'il subit à l'âge de 30 ans, ainsi que la décision identique de son frère Klaus, représente la fin biologique définitive de la lignée directe de Hermann, Göring. Les deux frères considéraient consciemment que certains noms de famille, en raison de l'ampleur des crimes qui leur étaient associés, ne méritaient pas de continuité génétique dans les générations futures. Cette décision radicale illustre jusqu'où certains descendants sont prêts à aller pour rompre complètement avec des héritages historiques qu'ils considèrent comme moralement intolérables. Sa maison actuelle, à la périphérie de Taos, construite en adobe et en bois récupéré selon des techniques architecturales traditionnelles du sud-ouest américain, fonctionne à la fois comme une résidence privée et un espace thérapeutique où il reçoit des clients. L'environnement est intentionnellement conçu pour favoriser la tranquillité émotionnelle et la déconnexion complète des références européennes. Jardin avec des plantes médicinales indigènes, espace de méditation orienté selon les principes du feng shui et absence totale d'objets, de livres, de musique ou d'images, rappelant l'Allemagne, le nazisme ou l'histoire européenne du XXe siècle. Dans les montagnes du Nouveau-Mexique, entourée de paysages désertiques qui n'existent pas en Europe, Bettina a trouvé la paix intérieure qui lui a été systématiquement refusée pendant ses 30 premières années en Allemagne. Sa routine quotidienne comprend la méditation au lever du soleil, l'entretien des jardins médicinaux, des séances thérapeutiques avec des clients locaux et la participation à des cérémonies spirituelles de communautés autochtones qui l'ont acceptée comme membre honoraire. À 73 ans, cette femme, qui a hérité d'un des noms de famille les plus toxiques de l'histoire moderne, a réussi à construire une vie complètement déconnectée de ses origines familiales, démontrant qu'il est possible de rompre radicalement et définitivement avec les héritages historiques à travers des décisions personnelles extrêmes qui sont cohérentes avec de profondes convictions éthiques. Les Eichmann, héritiers de la logistique du génocide. Dans les bureaux de l'Institut archéologique allemand, Ricardo Eichmann examine des céramiques anciennes des civilisations mésopotamiennes, tandis que son nom de famille résonne simultanément dans les salles de classe où l'histoire de l'Holocauste est enseignée à des étudiants qui n'auraient jamais fait le lien entre l'archéologue discret et l'organisateur des déportations massives. Fils de l'homme qui a coordonné le transport de millions de Juifs vers les camps d'extermination, il a méticuleusement construit une carrière universitaire spécialisée dans les civilisations qui ont prospéré des milliers d'années avant l'existence du national-socialisme. Adolf Eichmann a coordonné la déportation systématique de millions de Juifs européens vers des camps d'extermination depuis le bureau principal de sécurité du Reich, RSHA, entre 1941 et 1945. Ses responsabilités logistiques spécifiques comprenèrent l'organisation des horaires de train transportant entre 3 et 5 000 personnes par jour vers Auschwitz, la coordination administrative avec les autorités locales des pays occupés pour faciliter les réinstallations et la gestion bureaucratique du pillage systématique des biens juifs qui finançaient en partie les opérations de déportation. Eichmann a personnellement rédigé le compte-rendu officiel de la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942, une réunion au cours de laquelle 15 hauts fonctionnaires nazis ont planifié administrativement le génocide de 11 millions de Juifs européens. Son département 4B4 du RSHA centralisait les informations sur les communautés juives dans les territoires occupés, organisait la dépossession systématique des biens avant les déportations et coordonnait avec les autorités ferroviaires allemandes le transport de masse vers les centres d'extermination. Durant l'occupation de la Hongrie en 1944, Eichmann supervisa personnellement les déportations les plus intensives de toute la guerre. Plus de 400 000 Juifs hongrois furent envoyés à Auschwitz en seulement 8 semaines, une opération qui étonna même les officiers SS, expérimentés en génocide par son efficacité. Son implication ne se limitait pas à suivre les ordres d'en haut. Les documents judiciaires du procès de Jérusalem révèlent qu'il exprimait sa satisfaction personnelle face à la solution efficace du problème juif et déclarait que prendre la responsabilité de millions de morts dans la tombe lui procurait une fierté professionnelle. La spécialisation académique de Ricardo en égyptologie et en archéologie du Proche-Orient l'a conduit pendant 4 décennies à diriger des fouilles à Tel Alaf, Syrie, projets de recherche à Petra, Jordanie, et études sur l'urbanisme ancien sur des sites au Liban.
Son bureau munichois est décoré exclusivement de cartes topographiques de sites archéologiques, de fragments de céramique catalogués selon des chronologies millénaires et de photographies d'équipes de fouilles internationales, où il apparaît comme un spécialiste technique, jamais comme un personnage historique controversé. Son éloignement idéologique et émotionnel de sa famille a commencé pendant son adolescence, lorsqu'il a fait des recherches indépendantes sur les crimes documentés de son père, en lisant dans les bibliothèques publiques allemandes et les archives judiciaires, sans le soutien ni les conseils de ses parents. Alors que ses frères aînés Klaus, Horst et Dieter développaient des interprétations qui justifiaient ou minimisaient la responsabilité paternelle, Ricardo développait une compréhension critique qui l'a conduit à rejeter complètement toute relativisation des crimes génocidaires. Klaus et Horst Eichmann ont non seulement défendu publiquement la mémoire de leur père, mais ont également fondé des organisations néo-nazies en Argentine dans les années 1960 et 1970, ont activement promu le négationnisme de l'Holocauste par le biais de publications clandestines et ont salué Adolf Eichmann comme un martyr du devoir patriotique allemand, persécuté par une conspiration sioniste internationale. Klaus a organisé des réunions d'anciens membres SS exilés de Buenos Aires, distribué de la littérature antisémite et correspondu avec des groupes d'extrême droite européens jusqu'à sa mort en 1996. Ricardo n'a pas communiqué avec ses frères depuis le milieu des années 1980, une situation qu'il décrit laconiquement comme une conséquence inévitable de différences morales irréconciliables concernant la responsabilité historique et les valeurs humaines fondamentales. La rupture familiale n'a pas été progressive mais permanente. Sa dernière conversation téléphonique avec Klaus s'est terminée lorsqu'il a qualifié Ricardo de traître au sang allemand pour avoir travaillé avec des collègues israéliens sur des projets archéologiques. En 1995, il a rencontré Zvi en privé à Aharoni, l'agent vétéran du Mossad qui avait capturé Adolf Eichmann à Buenos Aires en 1960. La rencontre, organisée discrètement lors de la visite de recherche universitaire de Ricardo en Israël, a eu lieu dans les bureaux de l'Institut d'études historiques de Jérusalem sans couverture médiatique ni témoins extérieurs. La conversation a duré 2 heures, sans aucune excuse rituelle ni réprimande dramatique, mais plutôt un échange factuel sur les circonstances historiques et une reconnaissance humaine mutuelle des complexités héritées. Ricardo a déclaré après la réunion qu'il comprenait parfaitement la nécessité historique de la capture et de l'exécution de mon père, même si je m'oppose personnellement à la peine de mort par principe. Cette déclaration, publiée uniquement dans une revue universitaire spécialisée, illustre son approche intellectuelle des questions que d'autres descendants abordent à partir de perspectives émotionnelles, victimisantes ou négationnistes. Il rejette systématiquement les invitations des médias commerciaux, les offres de publication de mémoires familiaux et les propositions de participation à des documentaires sensationnels sur le nazisme. Lorsque des journalistes le contactent par téléphone au sujet de son nom de famille, il répond invariablement par une brève déclaration « Je confirme la relation », rejette complètement les crimes de mon père et demande le respect de ma vie privée professionnelle. Il n'a pas donné d'interview télévisée approfondie depuis les années 1990, période durant laquelle il a participé à contre-cœur à des programmes éducatifs allemands sur la responsabilité intergénérationnelle. Son bureau à l'Institut archéologique allemand reflète cette séparation délibérée entre identité professionnelle et histoire familiale. Les murs présentent exclusivement du matériel lié à son travail académique, des cartes topographiques de fouilles, des chronologies de civilisations anciennes, des photographies d'objets archéologiques et des bibliothèques spécialisées dans l'histoire du Proche-Orient. Les collègues qui ont travaillé avec lui quotidiennement pendant des décennies peuvent complètement oublier son nom de famille historique, une normalisation professionnelle que Ricardo considère comme l'une de ses plus grandes réussites personnelles dans la construction d'une identité alternative. Lors de fouilles en Jordanie et au Liban, Ricardo a régulièrement collaboré avec des archéologues israéliens sans que son nom de famille Eichmann ne provoque de tensions professionnelles significatives ou de malaise politique. Ses collègues juifs apprécient exclusivement son expertise technique en céramique ancienne et ses contributions scientifiques à des publications spécialisées.
Le contexte académique international permet une collaboration fondée sur la compétence professionnelle plutôt que sur des identités historiques héritées, une démonstration pratique qu'il est possible de transcender les noms de famille compromis grâce à un travail compétent et une conduite éthique cohérente. Ricardo Eichmann, à 70 ans, continue de travailler comme chercheur émérite sur des projets sur les civilisations qui ont prospéré des millénaires avant la naissance d'Adolf Eichmann. Parmi les céramiques mésopotamiennes d'il y a 4000 ans et les ruines syriennes de l'âge du bronze, il a trouvé refuge intellectuel dans des périodes historiques où les crimes du XXe siècle n'avaient pas encore eu lieu et où son nom de famille n'évoquait pas de souvenirs de déportation, de chambres à gaz et de souffrances de masse. Son dévouement à l'archéologie représente un choix délibéré et soutenu de construire des connaissances scientifiques sur le passé lointain plutôt que de s'obséder sur l'histoire récente qui marque tragiquement son nom de famille, démontrant qu'il est possible d'hériter de noms engagés et de construire simultanément des héritages académiques respectables basés sur le mérite individuel et les contributions positives à la connaissance humaine. Niklas Frank, le fils du gouverneur général de Pologne. Niklas Frank est l'un des descendants directs les plus visibles de l'appareil politique nazi. Il est le fils de Hans Frank, qui fut gouverneur général de la Pologne occupée entre 1939 et 1945. Durant cette période, son père signa et supervisa des mesures administratives qui facilitèrent la création de ghettos, le recours au travail forcé, les déportations massives et la persécution systématique de la population juive. Hans Frank a été condamné à mort lors du procès de Nuremberg et exécuté en octobre 1946. Niklas a grandi dans une Allemagne d'après-guerre marquée par le silence et la reconstruction. Son enfance s'est déroulée loin de sa figure paternelle, mais sous le poids de son nom de famille. À l'âge adulte, il a développé une carrière de journaliste et d'écrivain. Contrairement à d'autres héritiers du Troisième Reich, son approche a été celle d'une confrontation ouverte avec l'histoire familiale. Il a mené des recherches approfondies sur le rôle de son père dans la structure du pouvoir nazi et a publié plusieurs livres et articles dans lesquels il décrit avec précision l'ampleur des crimes commis par sa famille. Son travail s'appuie sur des sources documentaires, des archives familiales et des journaux personnels. La collecte systématique de données lui a permis de reconstituer la carrière administrative de son père pendant l'occupation de la Pologne. Hans Frank résidait au château de Wawel à Cracovie où il dirigeait l'administration civile du gouvernement général. De là, il a signé des décrets affectant des millions de personnes, notamment des ordres de ségrégation, de déportation et de répression de communautés entières. Niklas Frank a consacré une grande partie de sa vie à diffuser ces informations à travers les médias éducatifs. Il a participé à des documentaires et donné des conférences dans des écoles et universités allemandes expliquant la structure du pouvoir du nazisme d'un point de vue direct et familial. Il ne recherche pas la notoriété publique et ne se présente pas comme une victime. Il utilise son accès à la documentation privée pour contribuer à l'éducation historique en Allemagne. Au fil des décennies, il a maintenu une position active dans le débat sur la responsabilité intergénérationnelle. Il estime que les liens familiaux avec les criminels de guerre ne doivent pas être cachés ou atténués. Son objectif a toujours été de montrer comment les décisions prises par des personnalités comme son père ont eu des conséquences directes sur des millions de personnes et comment ces décisions ont été prises en toute connaissance de cause dans le cadre d'une structure rationalisée d'extermination. Niklas n'a pas tenté d'effacer son nom de famille ou de reconstruire une nouvelle identité. Il vit à Hambourg, dans un environnement urbain loin de toute symbolique liée au passé de sa famille. Leur quotidien se déroule sans ostentation et sans exposition inutile. Participer à des activités liées à la mémoire historique uniquement dans des contextes éducatifs ou de recherche. Contrairement à d'autres descendants qui ont opté pour le silence ou le désengagement symbolique, il a intégré la connaissance de ses origines dans sa vie professionnelle. Il n'a pas reçu de compensation financière et n'a pas entretenu de lien avec des structures patrimoniales liées au nazisme. Sa relation avec son père a été strictement historique et documentaire, sans composantes émotionnelles ou révisionnistes. Au cours des dernières décennies, il a été consulté par des universitaires, des journalistes et des organismes éducatifs intéressés par la transmission de la mémoire historique. Son témoignage a été inclus dans des productions audiovisuelles et des supports pédagogiques, non pas comme une forme de rédemption personnelle,
mais dans le cadre d'un effort collectif visant à comprendre les dimensions sociales et familiales du régime nazi. Niklas Frank représente un cas particulier parmi les héritiers du Troisième Reich. Il ne gère pas de fortune, il ne dirige pas de fondation, il ne participe pas aux débats idéologiques. Sa contribution a été strictement documentaire. Elle a systématisé l'histoire de son père, l'a présentée publiquement et a enregistré son impact au sein des structures administratives du régime. De son poste, il a montré que la confrontation avec le passé peut prendre des formes rationnelles et objectives, sans drame ni déni.